merci pour cette co-organisation de conférence avec Format Pélec sur la formation des électriciens, réussir les installations photovoltaïques et IRVE. C'est le thème qu'on va aborder. Un grand plaisir de cette co-organisation avec Format Pélec. On avait le chiffre clé, ça c'était pour lancer la conférence, mais moi j'ai retenu entre 54 et 60, le G c'est giga, hein. Donc c'est des milliards de watts, donc si je ne me trompe pas. Donc c'est colossal, c'est tripler la puissance de photovoltaïque installée d'ici, j'avais repris d'ici 2030, soit entre 54 et 60 gigawatts par an, hein, si je ne me trompe pas. Non, pardon. Là, je vais faire comme Krasuki à l'époque. Voilà, mais en tout cas, il y en a beaucoup installés, mais en tout cas, il y a beaucoup d'ici 2030, et ça va être un des sujets. C'est ce pourquoi on installe des ombrières aussi. On en met un peu partout parce qu'il faut installer du photovoltaïque, et ça on le couple à l'IRVE parce qu'on voit la montée en puissance des voitures électriques, et donc il faut pouvoir recharger également ces véhicules. Voilà. Alors, chers conférenciers, on a un tour de table que je vous propose de présentation, et puis ensuite on va rentrer dans le vif du sujet. Qui est-ce qui veut commencer? Allez, je vois que Laurent, tu aurais pu commencer. Allez, Laurent. Voilà, c'est parti. Bonjour à tous, merci Xavier pour l'invitation. Donc, Laurent Deschamps, Société 2B, entreprise d'électricité générale et installateur d'infrastructures de recharge et de bornes de recharge, évidemment. Merci Laurent. Christophe? Christophe Lepelletier, directeur de développement commercial chez Format Pélec, donc organisme de formation spécialisé en génie électrique. Merci. Bien, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Yannick Goulu, je suis responsable commercial au sein de Format Pélec. Bonjour à tous, Sandrine Henry, je suis la déléguée générale de l'association AVEM, Avenir pour le véhicule électromobile, et on fait de l'information et de la sensibilisation sur tout ce qui est mobilité électrique. Bonjour à tous, Guillaume Charbonnier, moi je suis pour ma part installateur photovoltaïque et également formateur, j'agis pour Format Pélec dans le cadre des qualifications pour le sujet photovoltaïque. Voilà, donc merci Christophe pour et Yannick pour cette co-organisation. C'est ce qu'on avait voulu quand on avait co-organisé, quand on avait préparé cette conférence, c'était de dire à la fois des installateurs, et merci à vous, chers installateurs, côté photovoltaïque, d'autres plutôt spécialisés en IRVE, mais pas que, parce qu'il y a une convergence des métiers, et à Sandrine aussi qui va nous faire des retours d'expérience et nous faire des points sur ce sujet. Alors d'ailleurs, on avait dit, Sandrine, que ça serait bien de vous donner la parole en premier et de nous faire un petit point réglementaire, parce que tout ça, Sandrine, si je ne me trompe pas, c'est porté par trois réglementations principales qui sont en train de converger. Effectivement, aujourd'hui, on a plusieurs lois qui sont distinctes, qui encadrent donc la partie IRVE d'un côté, donc pour infrastructure de recharge pour véhicules électriques, et la partie photovoltaïque de l'autre. Parmi les grands textes qu'il faut retenir, donc on a la loi climat et résilience, donc qui date du 22 août 2021, qui a d'ores et déjà un certain nombre de points par rapport à la partie photovoltaïque. Et cette loi, elle a été renforcée par une autre loi qui s'appelle la loi d'accélération pour la production des énergies renouvelables, la loi APER, qui vient du coup renforcer notamment la partie solarisation des parkings en extérieur, notamment les parkings de plus de 1500 mètres carrés, avec des obligations à échéance 2026, voire 2028 pour les parkings sur lesquels on aurait eu effectivement des dépôts après la date de permis, la promulgation de cette loi. Et donc, au niveau de cette solarisation, on attend la moitié de la superficie, donc des fameux 1500 mètres carrés minimum. Donc, la moitié devra être solarisée. Et en parallèle, nous avons la loi LOM, donc la loi d'orientation des mobilités, qui encadre le déploiement des IRVE sur les parkings, avec une échéance très importante qui arrive au 1er janvier 2025, avec une borne pour 20 places de stationnement accessibles, dont une borne, donc après c'est par tranche de 20, avec une borne accessible PMR. Donc voilà, des grosses échéances qui arrivent. Et pour les professionnels, justement des opportunités de potentiellement à la fois solariser et cocher la case de déploiement de bornes IRVE sur leur parking.
Voilà, ben, merci là, pour ce cadrage réglementaire qui était nécessaire hein, pour recontextualiser effectivement ces obligations. Alors, Laurent, si on rentre dans là, pour faire un focus, on va faire un focus IRVE, là, je parle pour notre public, et puis on va voir après plutôt la partie photovoltaïque. Si on rentre sur la partie IRVE, donc les infrastructures de recharge de véhicules électriques, est-ce qu'on peut faire un tour d'horizon des différents marchés qu'il y a et puis, quand on a préparé cette conférence, vous avez parlé aussi de la convergence des métiers et vous avez aussi besoin d'aller vers le photovoltaïque. Tout à fait. En fait, nous, on a commencé les bornes de recharge en 2018. Je fais partie d'un réseau qui s'appelle Synertiel, qui est les partenaires d'EDF. Et EDF nous a alerté ou a commencé à faire remonter des informations de clients qui souhaitaient faire installer une borne de recharge chez eux d'abord, en pavillon. Donc, on a commencé par se qualifier pour pouvoir au moins installer des bornes individuelles. Donc, premier niveau de qualification. Et puis, c'est monté en puissance dans le temps. Il y a eu les premières copropriétés qui se sont manifestées. Donc là, une nouvelle problématique est arrivée. Il a fallu trouver des solutions d'infrastructures de recharge pour pouvoir alimenter collectivement un grand nombre de véhicules, un grand nombre de places. Une solution a émergé avec Enedis pour faire ce qu'on appelle maintenant le réseau électrique auto, qui est une solution collective. Donc, on est monté d'un cran dans la qualification. On a installé aussi des bornes de recharge dans le tertiaire pour des entreprises. Et là, la problématique s'est posée de pouvoir monétiser ces bornes, pouvoir les gérer pour les salariés ou pour les visiteurs. Donc, on a passé un niveau de qualification supérieur, donc IRVE2. Et puis est apparu aussi, et là c'est devenu un point d'actualité sur la recharge des poids lourds. Donc là, avec des bornes de recharge puissantes pour permettre de recharger des véhicules de forte puissance, les recharger rapidement pour qu'au cours d'une tournée de travaux, en l'espace de 2 heures, le véhicule puisse être rechargé. Donc voilà, on a progressé dans les qualifications et on a aussi progressé dans les différents types de marchés. Donc ça, c'est pour la partie IRVE. Et puis, les clients se sont intéressés aussi sur la partie PV, photovoltaïque, en imaginant, parce que le marché proposait aussi des produits d'ombrières associés à la borne de recharge. Donc là, c'est une qualification PV, photovoltaïque, qui permet d'associer à la fois la borne de recharge et le photovoltaïque. Voilà, merci pour effectivement cette histoire. 2018, là, quand vous rappelez les chiffres, mais c'est hier, il y a très peu de temps. C'est récent. C'est un truc, c'est incroyable en termes de vitesse de déploiement du marché. Là, j'ai regardé, les IRV, 2018, nous, c'était une dizaine de bornes installées. 2019, une cinquantaine. Et à partir de 2020, 2021, là, aujourd'hui, c'est 2 bornes par jour. Que vous installez. Donc, on va dire installe. sur 200 jours ouvrés, ça fait 400 bornes par an. Voilà, c'est ça. Donc, après, on va en discuter tout à l'heure, mais c'est associé à des primes, mais c'est peut-être une question. Oui, on va y revenir. N'anticipons pas tout de suite, dévoilons pas toutes les aides qu'il peut y avoir autour de ce dispositif. Alors, effectivement, Guillaume, est-ce qu'on peut maintenant faire un focus là sur plutôt le photovoltaïque, hein, parce qu'on a commencé à en parler, et c'est votre sujet, sur les différents marchés qu'il y a. On voit qu'il y a le marché particulier, copropriété tertiaire. Est-ce qu'on peut avoir le pendant sur le photovoltaïque et puis quelle stratégie adopter pour déployer son activité auprès de ces marchés? Oui, alors effectivement, du coup, on a un cousinage très fort avec les bornes, c'est de plus en plus présent. Après, pour le découpage des marchés photovoltaïques, en fait, on a quand même un découpage qui est relativement proche également, parce qu'on va avoir des installations qui sont très orientées sur de l'habitat individuel, qui est très dissocié du collectif. Sont des marchés qui sont complètement différents, parce que les problématiques techniques ne sont pas les mêmes.
Donc on a plusieurs niveaux d'intervention. On a des découpages également en termes de puissance. Donc le sujet formation viendra confirmer, mais exactement comme le sujet des bornes, hein, on va dire entre guillemets un niveau 1 qui correspond à des faibles puissances, des installations relativement simples. Puis après, quand on monte un petit peu en gamme en termes de puissance, qui concerne les grosses copros, ou plutôt les marchés tertiaires, et ben là, voilà, ça commence à se compliquer. Et on va trouver, donc à ce niveau-là, les fameux cousinages avec l'IRVE, où les matériels commencent à communiquer ensemble, on commence à faire de la régulation technique, etc. Donc là, il y a un gros besoin en formation sur ces sujets. Il existe déjà du matériel, mais c'est encore un peu balbutiant, je dirais. Ça reste des choses qui restent encore un petit peu difficiles à mettre en place, globalement. Et puis après, bon, donc pour continuer le sujet du découpage des marchés, le sujet des ombrières était carrément un marché à part entière, en fait, hein, parce que c'est des installations qui montent rapidement en puissance. On est dans des centaines, voire des milliers de... Quand on dit rapidement en puissance, en termes de nombre de demandes du marché ou Alors, il y a la demande du marché qui est très très forte, puisqu'il y a la loi APER qui fixe les obligations, mais également en termes de puissance, hein, donc c'est pareil, ce sont des marchés qui sont très différents. On n'intervient plus sur des toitures de bâtiments, on n'a plus la problématique de l'occupation du bâtiment, etc., les problématiques de couverture et tout ça. On est sur des structures qui sont posées au sol. Ça s'apparente presque, je dirais, à... D'ailleurs, il y a des acteurs communs, hein, à de l'installation au sol, donc les grosses centrales, enfin grosses, plus ou moins grosses d'ailleurs, centrales au sol, on commence à voir fleurir un peu partout sur le territoire français. Donc voilà, c'est un peu le découpage. Très grosses installations, moyenne à petite, direction tertiaire, et j'ai pas nommé non plus l'industrie, mais je le mettais au rayon tertiaire avec, hein, c'est un sujet qui les concerne. Et puis après, petit marché pour la partie plutôt installation sur du logement individuel. Ouais. Ce dont on n'a pas parlé, mais là, je vous repose la question à tous les deux, là, Laurent et vous, Guillaume, c'est sur les bornes. Là, ça vaut plus pour Laurent. Est-ce qu'il y a des questionnements sur la conformité des bornes? En tout cas, est-ce qu'il faut être vigilant sur ces sujets-là? Et puis, même question sur la partie photovoltaïque. Je sais qu'on l'a préparé, donc je sais que la réponse n'est pas tout à fait la même. Mais du coup, est-ce qu'on peut éclairer notre cher public sur ce sujet? Alors, les bornes, nous, on est partenaire EDF, donc on répond à un cahier des charges précis. On installe des bornes de marque française, même si on est très sollicité par différentes autres marques. Donc, la conformité, ben, nous, on l'a directement avec le matériel qu'on installe. Il faut être vigilant sur la qualité de l'installation électrique pour pouvoir alimenter une prise renforcée ou une borne de recharge. Donc, il faut qu'il y ait une adéquation entre l'abonnement et puis la puissance de la borne ou de la prise installée. Mettre en place des dispositifs de délestage ou de raccordement au contact jour-nuit ou à la téléinformation du compteur Linky pour qu'il y ait un délestage dynamique de la borne. Donc voilà, il y a des problèmes techniques sur lesquels il faut être attentif. Également, la prise de terre qui est importante pour que le véhicule puisse se recharger en sécurité. Ouais, on peut dire de manière globale que sur les bornes, aujourd'hui, on a des produits qui sont standards, un peu standardisés, sur lesquels il y a des normes de qualité et il n'y a pas trop de questionnements. Non, voilà, à partir du moment où on fait appel à du matériel référencé, on peut y aller en confiance. Ouais. Donc sur la partie photovoltaïque, alors du coup, sur le matériel, et donc finalement, il y a des questions aussi de maintenance qui se posent. Oui, exactement. Alors, on a quand même un petit peu les mêmes problématiques. C'est-à-dire que le matériel, lui, il a toujours une conformité. Il y a des normes internationales également. Plus difficile pour notre cas de trouver du matériel français. Il faut dire ce qui est, notamment au niveau de l'électronique de puissance, hein. Je ne veux pas dire qu'on est
On est complètement nul là-dessus. Mais il existe quand même des fabricants européens qui arrivent à peu près encore à perdurer. On note quand même des petites disparités, notamment avec les matériels qui viennent plutôt, alors pour être très franc, de Chine. On pourrait élargir à l'Asie, mais plus spécifiquement de Chine. Donc il y a quand même des différences. Malgré tout, on a quand même des normes communes que chacun respecte. Bien sûr, après, c'est du matériel technique, il y a des différences de qualité, il y a des orientations qui sont prises par les uns, par les autres. Et puis après, c'est beaucoup aussi sur la mise en œuvre que ça va se jouer. On a les mêmes problématiques sur les prises de terre des bâtiments qui doivent être conformes de façon à ce qu'on puisse avoir une sécurité des personnes qui soit assurée au niveau de l'installation PV, y compris pour les intervenants. Voilà, globalement. Il y a le service après-vente qui se pose aussi, c'est-à-dire que finalement, on installe aujourd'hui du volume, donc finalement, forcément, il y a des petites pannes qui arrivent, il faut maintenir. Et donc Oui. aujourd'hui, est-ce que tous les matériels, ça vaut pour l'IRVE que pour le photovoltaïque, est-ce qu'on trouve des pièces de rechange pour tout? Alors moi, sur la partie photovoltaïque, c'est là où on va trouver les différences majeures en réalité. Bon, qualitativement, on a des petites différences, je maintiens ce que j'ai dit, mais là où on a des très grosses disparités, c'est tout ce qui va être service après-vente, accompagnement technique des intervenants. Et là, vraiment, il y a de grosses différences entre les fabricants européens et fabricants asiatiques qui, malgré tout, se déploient bien sûr en France pour accompagner, hein. Il n'y a pas de sujet, il y a des outils qui sont mis à disposition, mais on a encore quand même de grosses différences sur la partie SAV en réalité. Est-ce qu'on pourrait donner comme conseil à un électricien qui se lance dans cette activité, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'électriciens qui nous regardent, de dire d'aller plutôt sur des matériels sur lesquels il y a un SAV qui va être plus facile à prendre en main, si j'essaie de résumer. Ouais, très clairement, moi je le dis quand j'interviens en tant que formateur pour Formapelec, du coup, c'est un message que je passe parce que, notamment quand on se lance, on ne connaît pas encore les différents matériels, on ne connaît pas encore les futures difficultés qu'on va trouver sur le terrain, et ça c'est vraiment un critère de choix sur le matériel, de pouvoir être accompagné, quoi, depuis la conception jusqu'à la réalisation, la mise en service, la maintenabilité, etc. Je voyais Laurent voulait rebondir. Oui, sur l'installation d'une borne de recharge chez un particulier, on n'a pas d'obligation de maintenance. Voilà, en général, les gens sont précautionneux, c'est leur borne, c'est chez eux. S'il n'y a pas un défaut de qualité dès le début, le matériel, enfin voilà, c'est de la fabrication saine, conforme. Donc, il y a très peu de SAV. Sur l'installation sur des bornes ouvertes au public, ouvertes aux salariés, là, le taux de panne est plus important parce que les matériels sont beaucoup plus sollicités, moins bien, comment dire, il y a moins de précautions à l'usage. Donc là, effectivement, c'est important que l'entreprise souscrive un contrat de maintenance pour que la borne puisse rester opérationnelle tout le long de sa vie. Oui, qu'il ait une borne aussi sur laquelle il puisse y avoir des pièces de rechange sur toute la durée. Rentrons maintenant, Christophe, si vous le voulez bien, dans la partie formation. Parce qu'on voit qu'effectivement, il y a des réglementations, Sandrine en a parlé, différentes typologies de marché, résidentiel, copropriété, tertiaire, donc différents niveaux de qualification. Donc, il faut avoir des formations qui soient adaptées à ces différentes exigences. Oui, tout à fait. Et les formations sont vraiment bien cadrées et correspondent, je dirais, au marché, aux besoins du marché. Sur l'IRVE, on va avoir 3 niveaux que Yannick va détailler. Voilà, hein, comme Laurent a expliqué, d'abord les bornes individuelles, puis on va passer à des bornes plus puissantes, communicantes, pour aller vraiment aux bornes de recharge très puissantes, aux superchargeurs. Donc ça, on a 3 niveaux de bornes. On a également la partie études et maintenance. Pour le photovoltaïque, l'exemple de Guillaume, là, on a un découpage plutôt lié à la puissance qui va être installée. Donc, même schéma pour un installateur qui veut se lancer sur l'IRVE. Comme l'exemple de Laurent, il va commencer par installer des bornes individuelles. Donc, le niveau 1, il va pouvoir monter progressivement au niveau 2, au niveau 3. Sur le photovoltaïque, c'est la même chose. Il va pouvoir commencer sur des installations de faible puissance,
puis petit à petit aller sur des installations beaucoup plus puissantes. Voilà, donc on va voir là dans le détail, merci Christophe, ce que ça représente. Et Yannick, tiens, je vais vous passer la zapette parce que c'est vous qui allez en parler. On va commencer donc effectivement par l'IRVE. Moi, ce que j'avais compris aussi, mais vous allez en parler, c'est qu'il y avait aussi une nuance avec l'IRVE et le photovoltaïque. C'est qu'en plus, le photovoltaïque, il y a des reconnus garants de l'environnement. Donc finalement, on a un geste un peu supplémentaire, mais vous allez le détailler. Alors, si on regarde les différentes qualifications, agréments, formations associées à l'IRVE. Alors oui, donc effectivement, tout installateur doit suivre une formation pour pouvoir installer une infrastructure de recharge de véhicules électriques et notamment se former dans un organisme qui est bien entendu agréé pour déployer ces formations. Donc nous, Formapelec, nous sommes agréés pour faire des formations en IRVE sur des installations comme sur de la maintenance ou comme sur l'étude et conception. Un installateur, aujourd'hui, s'il veut se lancer sur ce marché, il y a 3 niveaux de qualification pour l'installation. Donc, vous avez donc le niveau 1, où là, on est sur un marché plutôt résidentiel particulier, où le but, ce sera d'installer une borne de recharge de véhicules électriques non supervisée et non communicante. Donc, on est vraiment sur une installation de base. C'est-à-dire qu'un électricien, ils ont juste, j'apprends peut-être une chose, mais un électricien qui veut installer une borne chez un particulier de base, il ne peut pas le faire s'il n'est pas formé aujourd'hui. Exactement. Ouais. Oui. C'est une formation qui est obligatoire Ouais. pour des raisons bien entendu d'assurance. Ouais. Voilà. Donc le gage de qualité, c'est de se former dans un organisme agréé. Voilà. Ensuite, donc vous avez le niveau 2, où là, on est sur un niveau supérieur. On va apprendre aux électriciens à installer donc des IRVE sur des installations qu'on va plutôt rencontrer sur des parkings, sur de la voirie. Et surtout, on va leur apprendre à installer la borne, mais on va leur apprendre également à les rendre, on va dire, avec des services de supervision et des services, des services avec des opérateurs de charge. Donc, il y a tout un paramétrage qui sera donc inclus dans cette formation. Donc, on va apprendre à l'installateur à installer donc cette borne avec tous les moyens d'optimisation, de supervision, qui pourra justement être un moyen très important au niveau de la maintenance. Voilà. Et vous avez donc le niveau 3, où là, on est sur un marché, on est sur des superchargeurs. Donc, ce sont des bornes qu'on va plutôt retrouver sur le réseau autoroutier, où voilà, on aura la possibilité donc, de pouvoir charger son véhicule en l'espace de 20 minutes et de récupérer une charge au moins à 80%. Donc là, on était plutôt sur la partie installation. Et ensuite, il y a eu également des nouvelles formations qui ont été rendues obligatoires, notamment la maintenance, qui est une formation justement pour, via la supervision, de pouvoir faire la maintenance de niveau 1. Donc on est sur la maintenance plutôt préventive et curative. Voilà. Et puis, donc, on a un module sur l'étude et conception. Donc là, c'est un module justement pour concevoir une installation, une infrastructure de recharge de véhicules électriques sur des parkings d'au moins 50 places et sur des points de charge où il y a un minimum de 4 bornes. Voilà. Donc là, il y a une étude et conception qui est obligatoire. Donc ça c'est clair. Donc il y a les formations et il y a un agrément ou une qualification. Alors je sais pas. Oui, donc tout à fait. Donc à l'issue de cette formation, on va délivrer donc le stagiaire va valider ses acquis. Donc il y a un test théorique, mais bien entendu il y a également un test pratique. Donc il doit avoir une note de 14 sur 20. Et donc là, on pourra émettre une attestation de réussite. Cette attestation, il pourra la joindre à son dossier Qualifelec pour être agréé. Voilà, pour avoir l'agrément Qualifelec, sans cela, il peut pas, finalement, l'électricien ne peut pas exercer. C'est ça. Il doit avoir l'ensemble du processus, à la fois formation et qualification, et agrément.
Agrément. Agrément. Excusez-moi pour l'erreur. Alors, Laurent, pour descendre un peu dans le détail, j'ai cru comprendre qu'aussi il y avait besoin, alors finalement j'ai fait un mélange, mais vous allez m'expliquer, hein, entre qualification et agrément, il y a besoin d'agrément ou de qualification pour bénéficier des aides, et c'est ce dont on va parler, pour rappeler aux électriciens les aides qu'il y a sur l'installation des bornes de recharge IRVE. Alors, effectivement, il y a besoin à la fois de qualification, comme on vient de le dire, mais il y a des aides. Il y a un programme qui s'appelle le programme Advenir, qui permet d'obtenir des subventions, des aides de l'État pour le résidentiel collectif. Donc là, il faut à la fois avoir la qualification, mais aussi l'agrément du programme Advenir pour pouvoir toucher ces aides, pour pouvoir prétendre à ce que l'aide soit versée à la copropriété et aux différents copropriétaires. Donc il y a 2 niveaux d'aide pour du résidentiel collectif. Il y a une aide à devenir pour le syndicat des copropriétaires pour l'ensemble du parking. Et après, il va y avoir des aides individuelles pour l'installation de chacune des bornes. Donc, chaque copropriétaire va toucher une aide pour l'installation de sa borne et va toucher également un crédit d'impôt. Donc, il faut à la fois la qualification et l'agrément d'advenir pour que soit la copropriété, soit les copropriétaires touchent ces aides à devenir. On a aussi des aides sur d'autres secteurs, d'autres marchés. Il reste des aides concernant les parkings privés où la borne, elle est partagée, où on a une borne qui est accessible au public. Et à ce moment-là, effectivement, il y a aussi une aide du programme à devenir. Voilà, d'où l'importance d'être bien qualifié en amont et formé pour pouvoir faire bénéficier son client, le client final, de toutes les aides nécessaires. Sandrine, je voulais préciser quelque chose. Oui, il y a aussi, en complément, il y a aussi tout ce qui est crédit d'impôt. Et pareil, le crédit d'impôt nécessite également d'avoir justement les qualifications qui vont bien pour pouvoir bénéficier de ce crédit d'impôt, que ce soit dans les maisons individuelles ou en habitat collectif. Alors, je peux juste préciser sur le niveau d'aide. Pour un parking collectif de moins de 100 places, on a une aide de 8 000 €. Et pour les parkings extérieurs, on a une aide supplémentaire de 3 000 €. Donc, on peut avoir 11 000 € de prime à devenir pour un parking résidentiel. Au-delà de 100 places de parking, on a 75 € par place supplémentaire d'aide à devenir. Donc, nous, on a installé une infrastructure sur un parking de 850 places. Ils ont eu 45 000 € de subvention. Donc, ça pour la partie collective. Après, chaque copropriétaire, pour l'installation de sa borne de recharge de 7,4 kW, va percevoir une prime à devenir de 600 € et un crédit d'impôt de 500 €. Voilà. Comme ça, au moins, là, tous les chiffres, c'est clair. En termes de chiffres, tiens, j'en profite, Laurent, là, il y a des questions, il y a plein de questions qui tombent. Aussi, on prendra des questions du public, hein, si vous voulez lever la main, on vous passera le micro. Il y a Renaud qui pose une question. Est-ce que les bornes de marque française sont-elles vraiment fabriquées en France? Est-ce qu'on a... Alors, peut-être pas tous les composants, Ouais. mais on a parlé du SAV tout à l'heure. C'est quand même une composante importante de pouvoir, en cas de panne, dépanner rapidement, remplacer une pièce à l'intérieur de la borne. Donc, au moins, le SAV, il est en France, il y a des produits à disposition, même si tous les composants ne sont pas français. Oui, on sait bien qu'il y a des composants dans une économie mondialisée, il y a des composants qui viennent de partout. Alors, et puis autre question, oui, qui était plutôt pour Sandrine. Est-il pertinent d'obliger les acteurs, c'est Arnaud qui pose cette question, est-il pertinent d'obliger les acteurs à équiper leur parking alors que les voitures ne sont pas encore équipées? Alors, c'est-à-dire que finalement, moi, ce que j'entends dans la question, c'est là, Sur la partie bidirectionnelle, oui, je suppose. Enfin, on fait des ombrières et puis on branche ça pour des bornes de recharge IRVE, et alors finalement la voiture, c'est encore en montée en devenir, en montée en puissance, mais tout le monde n'est pas équipé de voiture électrique.
Effectivement. Alors après, au niveau des professionnels, on a quand même des verdissements de flotte là, qui sont en cours, que ce soit pour les personnes morales privées et publiques. Et en parallèle, effectivement, on a de plus en plus justement la possibilité de mettre des carports solaires au-dessus justement de ces parkings pour ne serait-ce que protéger en fait les véhicules et finalement avoir de l'ombre qui est aujourd'hui captée. Et après, c'est aussi effectivement récupérer de l'énergie potentiellement pour aller recharger le véhicule s'il en a besoin au moment où le soleil est effectivement disponible pour alimenter ce véhicule, ou demain pour s'en servir de batterie stationnaire. Alors batterie stationnaire sur roue, hein, mais demain on pourrait imaginer qu'effectivement ce véhicule puisse justement capter cette énergie solaire et la réattribuer, la redonner au niveau du réseau ou d'un bâtiment ultérieurement à des moments où justement la production est moindre au niveau du solaire. Oui, il faut une montée en puissance à la fois des équipements et des ventes de voitures, parce que si on peut pas recharger, bon, on vend pas de voiture et inversement. Donc c'est l'œuf ou la poule. Voilà, l'œuf ou la poule et le cercle vertueux. Alors, pour continuer, Christophe, on avait dit que maintenant on ferait un focus là sur tout ce qui est formation, sur la partie photovoltaïque. Et là, il y a quelques petites nuances et différences. J'ai commencé à en parler. Oui, oui, tout à fait. Donc, j'ai un slide peut-être. Voilà, donc sur la partie photovoltaïque, tout comme pour les IRVE, effectivement, il y a une démarche de qualification qui est nécessaire, avec vraiment une nuance. Ce qui existe aujourd'hui, et donc chez Formapelec, on propose ces formations, c'est des formations référencées par Qualifelec, qui permettent déjà à un électricien, déjà quelqu'un qui a un socle vraiment en électricité, de se professionnaliser pour la partie photovoltaïque. Donc là, on le voit, il y a un découpage, je dirais, par niveau de puissance. Donc on a 3 degrés de formation, SPV1 pour toutes les puissances qui sont inférieures ou égales à 36 kVA installées, SPV2 entre 36 et 250 kVA, et SPV3 pour les supérieurs à 250 kVA. Après, on a la partie RGE, reconnu garant de l'environnement. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour tous les chantiers de construction ou de rénovation énergétique, dans l'entreprise, je dois avoir un référent technique reconnu RGE. Pour être référent technique reconnu RGE, on n'a pas 40 formations. On a les formations qualité ENR. Et donc, nous, on a obtenu effectivement l'agrément QualiPV36 qui permet, pour les stagiaires qui viennent, on voit nos plateformes de formation là, de Cachan, et puis également nos plateformes mobiles qui permettent de faire des formations partout en France. Donc là, le stagiaire va vraiment se professionnaliser sur la partie électrique, puisque dans le photovoltaïque, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi des qualifications sur le bâti. C'est vrai que c'est l'alliance presque de 2 métiers, le couvreur, l'électricien. Là, je vous parle vraiment de la partie électricien. Donc jusqu'à 36 kVA, la formation QualiPV, une évaluation pratique, un QCM où on doit avoir plus de 24 sur 30 pour avoir une attestation de réussite et enfin se déclarer sur le site et avoir l'agrément RGE. Voilà. Même chose pour côté Qualifelec, on obtient aussi une attestation de réussite après l'évaluation finale. Deuxième niveau de puissance, QualiPV 500. Donc vous voyez, côté qualité ENR, en fait, on a 2 niveaux de formation en électricité, inférieur à 36 kVA ou inférieur ou égal à 50 kVA. 500 kVA, pardon. Donc en fait, ce qu'on propose chez Formapelec, c'est des formations donc agréées, référencées plutôt Qualifelec, dès la phase études et conception, en reprenant les niveaux de puissance annoncés précédemment. Donc PV101, par exemple, qui est notre référence, c'est un stage sur 5 jours. On a un partenariat donc avec le logiciel Archelios de Trace, donc qui permet de faire, je dirais, l'intégration des panneaux, de dimensionner l'installation photovoltaïque. Donc avec le PV101 pour des puissances inférieures à 250 kVA, le PV121, lui, pour des puissances supérieures à 250 kVA.
Ce qu'on s'est aperçu aussi, et ça va être la nouveauté de notre catalogue, c'est que la formation CaliPV 36 est quand même d'un niveau assez élevé, notamment en électricité. On a quelques échecs. Donc, ce qu'on veut faire, c'est proposer un parcours, hein, vraiment soit de remise à niveau en électricité, ou alors carrément de reprendre les bases en électricité. On n'a pas parlé, mais c'est valable également pour l'IRVE. Là, pour le photovoltaïque, vous avez des habilitations électriques spécifiques. Donc, il y a un module spécifique lié au photovoltaïque. Donc, vous voyez, les prérequis sur la partie connaissance en électricité, les prérequis sur la partie sécurité avec l'habilitation électrique spécifique, et enfin, le choix, soit de faire une formation référencée Qualifelec, je veux montrer ma compétence en matière d'installation de panneaux photovoltaïques, mais surtout, et là derrière on va parler des aides, hein, si je ne suis pas RGE, je ne vais pas pouvoir avoir les aides qui vont bien, donc les deux formations PV36 ou PV500 pour avoir le fameux RGE, hein, QualiPV RGE, et donc pouvoir obtenir les aides qui vont bien. Voilà, donc ça c'est clair en termes de formation. On a beaucoup de demandes, Christophe, là si on regarde ces deux marchés, IRVE et photovoltaïque. Alors, parce que les besoins, si j'ai compris, sont colossaux. Est-ce qu'on arrive à fournir le nombre d'électriciens? oui, alors sur l'IRVE, ce qu'il faut savoir, c'est que donc on a commencé depuis l'obligation. C'est plutôt pour nous un marché qui est décroissant maintenant. Ouais. C'est-à-dire qu'on a de moins en moins de demandes de formation IRVE. On a énormément formé jusqu'en 2022 et depuis 2022, on a une légère diminution, hein, du nombre de stagiaires, mais on en a régulièrement effectivement dans nos différents centres. Oui, ça veut dire que les gens sont formés, ils sont capables de déployer. Voilà, maintenant on est vraiment dans la phase déploiement, donc c'est vrai qu'on a formé déjà les installateurs. Pour la partie PV, c'est très différent. Là, on est vraiment sur un marché qui décolle. On a beaucoup de demandes, aussi bien pour les formations référencées Qualifelec que pour les formations Quali2NR RGE. Voilà, donc on propose des formations soit sur nos plateaux fixes ou mobiles, où on peut aller directement dans l'entreprise, et ça, c'est confortable. Il y a une question de Joël, tiens, que je vous pose au pied levé, comme ça. RGE est-il obligatoire ou pas? Tout dépend de ce qu'on veut faire, mais oui, je dirais que si vous voulez, par exemple, vous faites une installation en autoconsommation et si votre installateur n'est pas RGE, vous n'aurez pas cette fameuse prime à l'autoconsommation. Oui, donc... Voilà. Et en termes d'assurance également, c'est quand même une mention qui est maintenant incontournable. Merci Christophe pour ce tour d'horizon sur les formations. Guillaume, alors on avait dit qu'on aborderait là le point de vue, la sinistralité, hein, parce qu'on en a beaucoup parlé. On a parlé de la convergence photovoltaïque, couvreur. Est-ce qu'il y a des sinistres? Où sont les sinistres? J'ai envie de vous poser la question. Quels sont les points de vigilance qu'il faut donner comme conseil à nos électriciens? Oui, alors effectivement, il peut y avoir une certaine sinistralité. Alors pour un peu compléter également sur la mention RGE, c'est vrai que le sujet formation, c'est le point d'entrée dans le photovoltaïque pour être assurable en tant qu'entreprise. Donc sur la partie RC décennale, pas de formation qualifiante égale pas d'assurance décennale pour cette activité-là. Ça, c'est le point d'entrée. Il faut bien comprendre cet enjeu-là. Quiconque veut se lancer dans le sujet photovoltaïque, bien qu'il y ait bien deux métiers qui cohabitent sur la mise en œuvre du photovoltaïque, malgré tout, à chaque fois, que ce soit sur la partie BAT, on va dire bâti, ou sur la partie élec, la partie qualification de l'un et de l'autre est un enjeu d'assurabilité. À partir de là, la mention RGE vient un peu en complément et donne accès notamment au réseau Enedis. Alors pour finaliser le propos là-dessus, et je reviens après sur la sinistralité, pardon, c'est qu'on a effectivement la possibilité d'être formé en tant qu'électricien seulement pour la partie électrique, de sévir sur le sujet photovoltaïque, le tout en étant assuré pour sa partie. Néanmoins, sans mention RGE, pas moyen d'aller chercher, d'aller injecter des kilowattheures sur le réseau. Donc effectivement, en termes d'autoconsommation, c'est possible,
mais on n'a pas le droit d'avoir une interface avec le réseau. Pour ouvrir le droit à l'injection réseau, ne serait-ce que du surplus de production, la mention RGE est là, cette fois-ci, absolument obligatoire. Et je dirais que le filtre est très fin. Aujourd'hui, le filtre est très fin. Est-ce qu'on peut dire, du coup, ce que j'entends, je sous-entends, c'est que l'assurance va pas vouloir assurer si on n'a pas un peu la totale. Ouais, alors je préviens mes confrères ou arrivants ou futurs confrères que ce sujet-là reste un sujet difficile aujourd'hui. Sur l'assurabilité, effectivement, c'est un peu l'œuf et la poule, encore une fois. Bon, ça s'améliore un petit peu, mais effectivement, il faut se qualifier. Avec l'attestation de réussite en formation, on peut aller chercher donc son assurance décennale. Et avec la promesse d'assurance décennale, on peut aller chercher la qualification. C'est le déroulé théorique normal, mais ça reste encore un point un peu difficile pour les arrivants sur ce secteur d'activité. Alors, ça rejoint un petit peu les sujets de la sinistralité, finalement. Moi, ce que j'observe sur le marché photovoltaïque dans son ensemble, alors c'est un sujet en formation où on est quand même très sollicité, mais c'est aussi un sujet sur le terrain où c'est un marché qui est littéralement explosif. Alors moi, je sévis dans le photovoltaïque depuis 2008. J'ai déjà connu une période comme ça. Et effectivement, on a tous vu des retours d'informations à l'époque. Hein, ça défrayait la chronique. Hein. Il y a eu une sinistralité, notamment sur les sujets d'étanchéité. Bon, je ne vais pas trop développer parce que ça pourrait tenir une heure rien que cette partie-là. Mais simplement, la partie formation est vraiment cruciale pour éviter au maximum le risque de sinistralité. Et effectivement, on a des points clés, des points de vigilance, alors notamment sur la partie électrique, tout ce qui va être autour de la câblerie, de la connectique. Ça, c'est vraiment crucial. Il se trouve qu'avec l'explosion du marché, on est aussi à l'ère de la simplification, et je ne vais pas mâcher mes mots, à outrance, dans le mauvais sens du terme, malheureusement. Enfin, c'est mon avis personnel, hein. Mais à outrance, et effectivement, on a des installations, notamment sur les ombrières, où vraiment on ne peut pas faire plus simple. J'ai encore un sujet qui est arrivé sur mon bureau ce matin. Pour des ombrières, il s'agit de tirer des câbles et clic-clac-clouc de mettre des connexions d'un point A à un point B, et c'est terminé. Donc ça, c'est un vrai point de vigilance. Il m'est arrivé en formation de croiser un maître d'ouvrage dont l'assureur mettait son nez un petit peu sur le potentiel de sinistralité et demandait un niveau supérieur à ce qui est normalisé aujourd'hui, notamment avec des systèmes d'arrêt d'urgence, etc. Parce qu'en dessous, il y a des véhicules électriques avec des bornes de recharge, bien sûr. Le cousinage est toujours vrai. Ah oui, donc ça veut dire que l'assureur, il peut mettre son nez dans le dossier et il va devenir, il va imposer des contraintes techniques à l'installation. Exactement. Alors c'est une première pour moi. J'avais jamais vu ça avant. En termes de conformité, globalement, au niveau des textes, il n'y a pas de souci à simplifier. En tout cas, aujourd'hui, c'est largement admis et pratiqué. Mais là, dans ce cas précis, pour un industriel, hein, je précise, un assez gros industriel, taille d'installation d'ombrière sur plusieurs parkings sur le site, on atteignait quelque chose qui avoisine les 3 MW quand même. Et en fait, c'est l'assureur qui a imposé cette partie technique complémentaire. Laurent ? Oui, sur la partie IRVE, là, je peux rassurer les gens sur le fait que l'installation d'une borne de recharge dans son pavillon, dans sa maison, n'entraîne pas une augmentation de la prime d'assurance. De la même manière, en résidentiel collectif, avant d'installer des infrastructures de recharge avec Enedis et EDF, la question a été posée aux assureurs. Et donc, il n'y a pas d'augmentation de la prime d'assurance pour la copropriété quand il faut installer des infrastructures. Oui, ça va faire partie du courant et donc on se pose plus d'une installation. la question. Ouais. Oui, alors sur la partie photovoltaïque, pour faire écho, on a un peu les mêmes pratiques au niveau des assureurs, malgré qu'il y ait eu une sinistralité qui a défrayé la chronique. On n'a pas forcément d'augmentation de prime d'assurance non plus.
Néanmoins, il y a des points de vigilance, en tout cas sur la maîtrise d'ouvrage à avoir, sur toute la partie notamment courant continu qui est vraiment spécifique. Nous, notre problématique, c'est que globalement, quand il fait jour, on a une présence de tension. Et sur des installations qui montent un petit peu en puissance, on a des niveaux de tension qui sont quand même assez élevés. Donc vraiment, là, c'est un point de vigilance vraiment clé, quoi, cette partie-là. Après, sur la sinistralité qui a défrayé la chronique, c'était pas seulement les incendies. Il y en a finalement eu assez peu. Mais c'était aussi sur toutes les problématiques de mise en œuvre liées à l'étanchéité des ouvrages. Et là, il y a eu pas mal de défauts. Mais c'est lié un peu à l'histoire du photovoltaïque et d'où on vient sur les obligations qui avaient cours dans la période 2010 et aux alentours. Ça a un petit peu évolué aujourd'hui. Donc théoriquement, et d'après les assureurs, tout va bien se passer. Ça ira beaucoup mieux maintenant. Néanmoins, il y a quand même encore une fois des points de vigilance, notamment sur les copros, où souvent on va travailler quand même à des hauteurs assez importantes. Et les interventions ne sont pas si simples que ça. J'en profite pour poser un petit point là-dessus. Un conseil, prévoir les possibilités d'intervention. Je vous donne qu'un exemple sur des hangars photovoltaïques plutôt orientés agricoles. Absence totale de points d'ancrage ou de lignes de vie permettant les interventions en sécurité. Et ça, c'est quand même assez critique. Ce qui veut dire que dans la vie de l'installation, si jamais intervention est nécessaire, et théoriquement, on est censé, pour des questions de maintenance, au moins visiter visuellement les équipements, on est quand même à poil. Ça va générer des coûts plus importants en réalité dans l'exploitation. Oui, Il y a un risque en tout cas. Et des risques. Sandrine, on avait dit effectivement, là on voit, on a parlé de la sinistralité, de ce qu'imposent les assurances des fois sur des chantiers. De la même manière, j'ai cru comprendre que si on fait un retour d'expérience, il y a des fois, on est obligé d'installer du photovoltaïque, mais les contraintes de sécurité fait qu'on ne peut pas l'installer. Et donc du coup, là, c'est compliqué. Oui, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais effectivement, on a des retours de la part d'industriels qui sont assujettis aux réglementations françaises, qui nous ont fait des remontées terrain, nous disant que ils étaient partants pour justement déployer du photovoltaïque sur leur parking, et qu'au moment de mettre en œuvre ce projet, ils se retrouvent avec une fin de non-recevoir de la part des SDIS ou des commissions de sécurité. Qui leur mettent le holà sur le sujet en disant non, en fait, là, il y a des risques potentiels et nous ne sommes pas OK pour que vous continuiez votre projet. Globalement, donc du coup, ça freine effectivement les velléités de ces industriels qui comptaient vraiment justement cocher des cases, parce que souvent, justement, en plus, ils essaient d'en profiter pour remettre de la borne par-dessus. Et donc là, double peine. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans l'illégalité parce que je ne coche pas la case réglementaire, ou est-ce que j'essaie de trouver des solutions avec ces commissions de sécurité et ces SDIS qui, parfois vont au-delà de la réglementation en vigueur? Après, c'est vrai que voilà, il y a des historiques, notamment sur la partie photovoltaïque, qui font que les gens sont beaucoup plus vigilants qu'avant. Le risque zéro n'existe pas, mais effectivement, il existe aussi des pistes pour, en tout cas, travailler dans le bon sens sur ce sujet, quoi. Ouais. Alors, si on regarde en retour d'expérience de manière plus globale, Sandrine, je crois que dans les installations chez les particuliers, effectivement, si ce n'est pas installé par un professionnel, l'assureur il peut se dégager en cas de sinistralité. Oui, c'est ce que disaient tout à l'heure les autres intervenants. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, votre installation doit être conforme et doit donc cocher la case de l'électricien qualifié. Si votre électricien n'est pas qualifié et que c'est vous, électricien du dimanche, qui aviez décidé de vous improviser électricien pour aller poser, ne serait-ce qu'une prise renforcée. On a eu un exemple concret, malheureusement un particulier qui nous a appelé en nous disant j'ai installé ma prise renforcée dans mon garage et puis en fait malheureusement son véhicule est tombé en panne et son assureur, pour prendre en charge son véhicule, lui a demandé effectivement l'attestation de conformité de son installation qu'il n'a pas pu fournir puisque c'était un électricien du dimanche. Et au lieu de payer en gros, on va dire 400 € d'installation de cette prise renforcée, aujourd'hui il en a pour 12 000 € de pack batterie
à débourser parce que malheureusement, son assureur ne souhaite pas justement rembourser puisque l'installation n'a pas été faite dans les règles. C'est un vrai argument à donner aux électriciens pour qu'ils donnent ça en leur disant il faut faire installer On peut faire par un témoigner un vrai électricien. Directeur en question. Parce que sinon, ça risque de coûter, ça peut coûter cher. En tout cas, pour faire une économie de 400 euros, on voit les enjeux. En termes de retour d'expérience, vous êtes en contact avec l'AVEM, avec plein d'industriels. C'est quoi les attentes autour du photovoltaïque et de l'IRVE? Alors aujourd'hui, c'est d'avoir des textes de loi qui convergent, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même plusieurs textes de loi qui sont aujourd'hui séparés. Et effectivement, pour les mettre en œuvre concrètement et de façon uniforme, c'est pas toujours évident pour eux d'avoir justement cette lisibilité des attendus. On leur demande de faire pas mal de cocher des cases pour justement les équiper à la fois en photovoltaïque et en borne. Ils sont prêts à le faire, mais aujourd'hui, c'est parfois un petit peu un millefeuille de réglementation. Et puis, au niveau de tout ce qui est incitation et subvention au global, avoir aussi une visibilité sur ce qui est déclenchable, à quel endroit est-ce que l'on peut toquer aussi, à quelle porte est-ce que je peux m'adresser pour justement mener à bien mes projets. Mais voilà, aujourd'hui, on voit que les industriels sont mobilisés sur le sujet. Est-ce qu'il y a des demandes, là, une question de Vincent, est-ce qu'il y a des demandes pour les bornes bidirectionnelles aujourd'hui? Alors, je ne sais pas qui veut répondre. Sandrine, peut-être aussi. Mais vous pouvez répondre à plusieurs. Hein. La demande, elle est encore très ponctuelle. Il faut que le véhicule puisse le faire. Il faut que la borne puisse le faire. Il commence à y avoir un petit peu de matériel, mais c'est encore des demandes très, très ponctuelles. Justement, j'étais avec un fabricant de bornes ce matin et on échangeait justement sur ce fameux V2G ou V2H, donc le fait de pouvoir effectivement redonner de l'énergie. Il faut donner les noms, parce que c'est des acronymes, mais en anglais. Alors, effectivement, V2G, le Vehicle to Grid, donc c'est là, je redonne au réseau. Okay. Le V2H, le Vehicle to Home, donc là, je redonne à un bâtiment. Et ça peut aller même jusqu'à du V2X, Vehicle to Everything. Donc là, on peut alimenter un objet. Et effectivement, aujourd'hui, se pose la question de cette bidirectionnalité. On voit des bornes, notamment en courant alternatif, sur lesquelles il y a déjà des options. Sur la partie courant continu également. Mais là encore, à encadrer, voir comment les cycles de charge et de décharge peuvent influencer aussi la durée de vie de la batterie d'un véhicule et qui porte le risque, on va dire aussi, potentiellement, de ces charges et décharges. Oui, alors moi j'ai un petit commentaire. Du coup, on a des fabricants de matériel photovoltaïque, d'électronique à destination du photovoltaïque, comprenez des onduleurs, qui fabriquent aussi des bornes, qui savent très bien discuter dans le côté cousinage donc entre les deux pour faire des allers-retours. Maintenant, en termes de normalisation, parce que c'est quand même un point clé, pour une fois, en tout cas dans notre métier, on a normes communes pour l'interfaçage réseau, sur les onduleurs photovoltaïques et les bornes, disons, bidirectionnelles présentes mais pas encore activées ou futures. Donc les bases sont quand même là en fait. Maintenant, la demande, je pense qu'il n'y a pas encore une vraie conscience que c'est techniquement possible. Donc c'est vrai qu'il y a peu de demandes. Ça va venir. Christophe, alors je vois qu'on arrive au terme. Je vous contrains, cher conférencier, je sais qu'on aimerait rester encore ensemble, et cher public également. Pour les électriciens, donc, qui auraient besoin de formation sur ces deux sujets qui sont IRVE ou photovoltaïque, comment il faut faire? Il faut s'adresser, il faut venir vous voir? C'est quoi les délais à partir du moment où on vient vous voir et au moment où on commence à être formé? Alors, on a deux possibilités. Soit on fait les formations directement dans l'entreprise, donc à la demande, et là, on convient d'une session, d'une date, on établit un planning. Soit nous avons au catalogue déjà des sessions planifiées. Donc, il y en a très régulièrement. Elles sont visibles sur notre site internet, formapelec.fr.
et donc pour les différents niveaux de formation, que ce soit pour l'IRVE ou le photovoltaïque. Voilà, et on peut vous appeler si on a besoin de conseils, parce qu'on a compris Bien que c'est sûr. quand même un sujet complexe, Sans il faut être problème. accompagné, Tout à il faut avoir une discussion aussi qui est métier, hein, c'est-à-dire où est-ce que Oui. je veux aller, business. Et même visiter notre centre de Cachan, Ouais. qui est quand même assez représentatif du domaine de l'IRVE et du photovoltaïque. Très bien. Voilà, merci. On peut les applaudir, les conférenciers. On vous applaudit. Merci pour vous, pour cette intervention.